Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là, aussi nombreux, pour ce premier rendez-vous de l'Université populaire du Biterrois, en partenariat avec l'Université Paul Valéry et la médiathèque André Malraux, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. On reviendra sur le rôle de chacun au moment des remerciements. Pour commencer, je voudrais simplement faire un rappel d'usage et vous demander d'éteindre les téléphones portables ou du moins de les mettre en vibreur et autres appareils électroniques. Ne vous inquiétez pas, il y aura un moment photo et dédicace à la fin si certains des intervenants déchaînent les passions. Je vous dis quelques mots de cette association qui vient de naître sous l'impulsion d'un jeune président qui est un jeune docteur et qui est installé ici, qui est Yann Ramirez, docteur en sociologie. Il nous présentera certains de ses travaux dans un instant. UPB, donc, sigle pour une association culturelle et scientifique qui a une ambition qui est celle d'essayer de démocratiser le plus possible les travaux de jeunes chercheurs, de jeunes enseignants-chercheurs autour de thématiques d'actualité. Le choix de la thématique d'actualité, c'est parce que quand on présente ces travaux au plus grand nombre, on veut essayer de vous montrer que les sciences humaines et sociales, dont nous sommes tous des représentants ici aujourd'hui, bien qu'il y ait les sciences médicales avec le député, concernent le plus grand nombre et peuvent éclairer, doivent éclairer, c'est une de leurs missions, les enjeux actuels, les enjeux contemporains et les sujets qui nous interrogent. Alors bien sûr, quand on a préparé cette première conférence avec Yann Ramirez, le sujet du terrorisme nous est apparu comme une évidence. Bien sûr, l'actualité, les attentats et ce sentiment que le terrorisme est en train de prendre une place importante au sein de nos sociétés occidentales. Je rappelle quelques dates. Octobre 2014, l'attaque d'Ottawa au Canada, au Parlement. Paris, bien sûr, en janvier. Copenhague dans la foulée. Le monde oriental qui n'est pas en reste. L'attaque du musée du Bardo à Tunis, il y a quelques semaines. Et puis, dans l'actualité très fraîche, les déclarations du chef de l'État ce matin sur les enjeux relatifs à la défense et du Premier ministre sur les questions relatives au retour des jeunes mineurs venus de Syrie, par exemple, et d'Irak. À l'échelle locale, c'est la mort, il y a 48 heures, d'un 7e jeune lunélois qui était en Irak. C'est le 7e depuis début 2014. Alors, les approches, lorsqu'on parle du terrorisme dans les médias, par exemple, en ce moment, sont relativement similaires. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu ce soir avoir des invités issus de toutes les disciplines pour essayer, dans une sorte de logique interdisciplinaire, de proposer un nouveau regard sur cette question. Je voudrais, avant de vous les présenter, remercier d'ores et déjà l'ensemble de nos communicants parce qu'ils ont accepté de prendre la responsabilité d'essuyer les plâtres avec nous. Et c'est un signe de confiance auquel on est sensible. Je vous présente l'ensemble de nos intervenants. Frédéric Decoq, qui est ici, est psychologue clinicienne. Frédéric, vous êtes rattaché au laboratoire de recherche Epsilon, qui compte 5 équipes. Je donne quelques chiffres pour que le public ait une idée de ce qu'est Epsilon. C'est 48 enseignants-chercheurs, 58 doctorants, 61 enseignants associés. Votre laboratoire est notamment l'organisateur de l'ICEPS, il y a peu de temps, le Congrès international sur la recherche interventionnelle non médicamenteuse, événement qui s'est tenu en mars 2015 à Montpellier. La prochaine édition aura lieu en 2017 dans la même ville. Vous nous parlerez dans quelques minutes du concept d'agressivité destructrice. On verra qu'il est au cœur de la question. Benoît Prévost, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences économiques. Vous êtes le directeur du centre universitaire du Guesclin, tout proche. Vous êtes rattaché à l'UMR 5281 Art Dev, j'ai tout dit. Lui-même rattaché au CNRS. Bien. Qui est notamment l'organisateur cette année d'un cycle de débat autour de l'exclusion. La prochaine édition de vos rencontres aura lieu à Montpellier le 21 mai. Elle aura pour thème la précarité énergétique. C'est ça. Vous nous parlerez dans un instant de l'économie de la violence. Situé à votre droite, Yann Ramirez, qui est sociologue, membre du LERSEM, laboratoire d'études et de recherche en sociologie et en ethnologie de Montpellier. Jeune docteur, puisqu'il a soutenu sa thèse il y a une dizaine de jours.
On parlera avec vous, Yann, qui est un jeune spécialiste de la violence, de la sociologie du passage à l'acte terroriste. Voilà. Pour les intervenants, il en reste deux que je vous présente. Ici, un parlementaire et praticien hospitalier, le député Elie Aboud, le docteur Elie Aboud. Vous êtes praticien hospitalier, cardio-diabétologue. Vous êtes évidemment, et c'est la raison de votre présence aujourd'hui, député de l'Hérault. On parlera avec vous des enjeux relatifs aux aspects législatifs, bien sûr, le projet de loi sur le renseignement, et aussi sur les aspects diplomatiques. Je précise que vous êtes membre à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires sociales. Voilà. Pour démarrer cette rencontre, on a souhaité faire ce qu'on a appelé une mise au point. Cette mise au point, on l'a confiée à un jeune chercheur. Il est encore en formation. Il s'agit de Luca Tosolini, qui est là-bas, au bout, de l'autre côté. Lucas est étudiant en Master 2 d'histoire militaire, études de défense et politique de sécurité. J'ai tout dit dans HMDPS, je crois. Voilà, Lucas va nous parler de l'histoire du terrorisme et de quelques enjeux de définition. Pour commencer, c'est la mise au point et je l'invite à venir prendre la parole ici au pupitre. Lucas, un micro et 10 minutes. Non, il nous fait ça version stand-up. Oui, ça viendra dans un instant. Lucas, c'est parti pour 10 minutes, pas une de plus. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors nous allons essayer de définir le terme de terrorisme. C'est un terme important à définir, je pense, depuis les attentats du 6 janvier. Car le terme est employé à tort et à travers par les médias aujourd'hui. Et pour donner une définition, nous allons limiter cette définition dans le temps. Nous allons partir du 19e siècle. Nous allons faire un arrêt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous arrêterons à aujourd'hui. Pourquoi le 19e siècle? Tout d'abord parce que l'étymologie du terme naît au 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on reconnaît la violence dirigée contre l'État à travers l'un de ses représentants. Pour autant, le terme n'est pas légalement reconnu. On utilise encore à ce moment-là les termes de régicide ou de tyrannicide qui renvoient à l'Antiquité. Il ne faut pas pour autant oublier que le terrorisme est reconnu comme un phénomène politique violent qui est légitimé par l'approche de la guerre de Clausewitz, qui est un penseur militaire prussien, qui dit la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Le terme renaît en 1914 en Belgique, lorsque les Allemands qui ont envahi la Belgique font état sur leurs arrières de francs-tireurs. Donc le phénomène a existé, il est exagéré, mais il a existé, et s'ensuit une politique de répression et de terreur. Nous allons passer à un cas précis, celui de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la question est de savoir si on parle de terroristes ou de résistants. Du point de vue des Allemands, évidemment, les résistants sont vus comme des terroristes. Pour les Alliés, il est évident aussi que ce sont des résistants. Pour autant, dans la définition étymologique, qui est le terrorisme et l'application de la terreur, effectivement, les résistants sont des terroristes. On voit ici l'écriture de l'histoire, la réécriture de l'histoire par les vainqueurs, ou l'écriture de l'histoire par les vainqueurs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, donc, la continuation le terrorisme, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Or, la France est vaincue légitimement, entre guillemets bien sûr, par la guerre en 1940. S'ensuit l'appel du 18 juin de général de Gaulle, et se pose le problème de la légitimité de cet appel de Gaulle, de l'action des résistants et de la création de cet État. Étant donné que, en 1940, l'État français reconnaît la défaite. Cela pose le problème de la guerre qui est menée à l'intérieur du pays contre les Allemands, où le militaire n'existe pas, étant donné qu'il n'y a pas d'État à proprement parler qui légitime son action. La réponse des Allemands à la résistance sera
ce qu'on pourra qualifier de terrorisme étatique. Je m'explique. C'est-à-dire, ce sera une terreur, donc du terrorisme, mis en place par l'État. Cela passera par des prises d'otages, des exécutions, et aura comme amènera une radicalisation de la résistance, et notamment de la résistance des partis communistes. Pour continuer, toujours dans la recherche d'une définition, il faut définir la guerre. Qu'est-ce que la guerre? Au XIXe siècle, la guerre peut se définir comme une confrontation d'armées provenant d'entités étatiques. D'après cette définition, donc, les résistants sont hors de la définition et hors des lois de la guerre qui datent de la Convention de La Haye de 1907. Pour autant, les Allemands ont bafoué ces lois en 1940. Mais le fait qu'eux aient bafoué ces lois légitime-t-il par là les actions résistantes qui bafouent aussi ces règles? On en arrive donc au problème de la définition du terrorisme. Pour le définir, donc, il faut définir ce qu'est un État. Qu'est-ce qui légitime cet État? Parce qu'on s'est posé la question de la légitimité du général de Gaulle et de la création de la France libre, mais quelle légitimité donner au régime de Vichy? Il faut aussi définir la guerre. Parce qu'au final, la guerre n'est-elle pas en elle-même une forme de terrorisme étatique? C'est-à-dire que la guerre n'entend pas elle-même imposer des changements politiques et idéologiques aux vaincus. Et enfin, il faut définir ce qu'est un combattant. La Convention de La Haye de 1907, qui s'appelle « Loi et coutumes de la guerre sur terre », dans le premier article, définit le combattant comme un combattant doit avoir des signes distinctifs. Comment définir dans ce cas-là les résistants? Les résistants sont-ils des civils, des militaires? Comment faire la différence? D'où l'ambiguïté de la définition. On voit bien qu'une définition du terrorisme, par essence, doit avoir un parti pris politique, idéologique et de l'histoire, de la façon dont l'histoire a été écrite. Donc nous venons de voir que la violence du terrorisme peut s'apparenter à la guerre. Après les attentats, nous allons passer au XXIe siècle, après les attentats du 11 septembre 2001, le 20 septembre, le président des États-Unis, George W. Bush, déclare « Notre guerre contre le terrorisme commence avec Al-Qaïda, mais elle ne s'arrêtera pas là ». Dans cette déclaration, George Bush considère le terrorisme comme une entité organique et étatique. Et il considère aussi qu'il y a un terrorisme, mais pas des terrorismes. Pour autant, il y a différentes formes de terrorisme. On peut avoir du bioterrorisme ou du cyberterrorisme, mais au-delà même, dans les organisations terroristes, cela peut s'apparenter à des cellules, comme Al-Qaïda, ou en remontant dans le temps, on peut avoir par exemple, comme l'on a vu tout à l'heure, le terrorisme étatique, comme par exemple l'application de la terreur au XVIIIe siècle. Au XXIe siècle, on se rend compte que le terrorisme n'est plus anti-étatique. Il est politique. D'où la difficulté de donner une définition. Car il y a beaucoup de définitions. On peut avoir des définitions juridiques, il y a des définitions qui émanent d'organisations intergouvernementales comme l'ONU, les définitions d'État. Mais toutes ces définitions ont un défaut, c'est-à-dire qu'elles condamnent les actes, mais pas le principe. Cela amène à de nouvelles questions. Comment définir ce terrorisme économiquement, politiquement ou sociologiquement? Quelles sont les réponses que le politique peut amener face à ce terrorisme? Pour conclure, je terminerai sur une citation de Gilles Ferragut, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'histoire du terrorisme » en 2014 et qui est sorti aux éditions Perrin, qui dit « Le terrorisme d'hier peut être le résistant d'aujourd'hui ». Merci Lucas pour cette introduction. Après cette interrogation autour des définitions, nous voilà donc dans de beaux draps. Il nous faut essayer donc, comme le disait Lucas à l'instant, de diversifier les approches,
à travers différentes disciplines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel pour démarrer cette série de communication à un économiste. Il s'agit de Benoît Prévost qui va nous parler de l'économie de la violence. Je lui cède la parole. C'est à vous. Merci Justin, bonsoir, enfin bonjour, non, je dis bonsoir, c'est d'habitude je viens là à une heure un peu plus tardive, je vois une partie du public que j'ai l'habitude de rencontrer. Vous avez aussi l'habitude de venir me voir parler de sujets sur lesquels je ne suis pas compétent, mais c'est la force des universitaires, on se croit rapidement compétent sur un ensemble de sujets, surtout quand on est économiste. Et quand la proposition a été faite de l'organisation de cette table ronde, il se trouve que des étudiants de la prépa, qui sont ici d'ailleurs dans cette salle, avaient fait un excellent exposé que je vais abondamment piller aujourd'hui, parce qu'ils avaient fait une très bonne présentation de l'économie de la violence. Merci Romain, merci Samuel. Du coup, je me suis dit sensible au pillage. Hein, voilà, mais je vais revenir d'ailleurs au pillage et à ses conséquences sur le terrorisme. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute un petit peu de trucs personnels. Et je vais commencer d'abord par parler de la violence de l'économie avant d'en venir à l'économie de la violence. Parce qu'il y a une grille de lecture qui est assez fréquente et qui met en lien le développement économique, ou plutôt souvent le sous-développement économique, les phases de crise économique avec des phases de montée de la violence, alors que cette violence prenne la forme du terrorisme, extrêmement complexe à définir comme vous le soulignez. Et je dirais qu'à la base, tout part d'une forme de fantasme. Oui, c'est ça, d'un fantasme qui est né au XVIIIe siècle avec Montesquieu et avec l'idée que le commerce allait pacifier les mœurs entre les nations, entre les individus. Et si je parle de fantasme, c'est parce que cette civilisation de l'échange est aujourd'hui pleinement développée, pleinement épanouie, et ce qu'elle produit avant tout, ce n'est pas de la paix, ce n'est pas des processus pacificateurs, c'est de la violence. Et le terrorisme international est aujourd'hui une des formes de manifestation d'une violence qui prend bien d'autres formes et qui prend souvent des formes qui se veulent civilisées. Alors, je ne suis pas très optimiste, mes étudiants en ont l'habitude. La vision que j'ai de l'homme fait que pour moi, le terrorisme n'est qu'une des manières pour l'homme d'exprimer sa nature profonde. La question de la définition de l'expression de cette nature étant liée à un contexte institutionnel, social, etc. Alors, sur quoi repose ce fantasme de la pacification par l'échange ? Eh bien, il repose sur l'idée que nous serions dans une société dans laquelle nous procédons par contrat, et que dans un contrat qui, de fait, de droit, par un ensemble d'institutions socialement clairement établies, suppose un libre accord entre deux individus, souvent un accord dans lequel l'un cède à l'autre sa propriété en échange de monnaie. Et ces deux termes, monnaie et propriété, nous renvoient non pas à de la paix et à des processus sociaux pacificateurs, mais au contraire à deux formes de violence qui sont aujourd'hui masquées sous un ensemble de formes très civilisées. Les deux violences fondamentales de la société d'échange, qui est en réalité une société capitaliste, je parle de société d'échange puisque le terme d'économie de marché domine aujourd'hui très largement dans les débats, mais il est évident que c'est toujours de capitalisme que nous parlons. Et ces deux violences sont fondamentales, sont d'abord l'appropriation des ressources rares et indispensables à la survie. La deuxième violence fondamentale, et qui est peut-être plus difficile à cerner, c'est la violence que constitue l'institution de la monnaie. La monnaie est censée être le mode d'appropriation le plus pacifique qui soit des ressources dont nous avons besoin. Où effectivement un individu consent librement à céder sa propriété à un autre en échange de monnaie. Mais on oublie que derrière cet instrument d'échange que nous utilisons tous quotidiennement, parfois même à notre insu et sans mesurer d'ailleurs l'ensemble des transactions auxquelles nous participons, la monnaie est en soi l'une des plus profondes et des plus violentes institutions sociales. Elle marque clairement une rupture au sein d'une société entre ceux qui ont accès à la monnaie, non pas ceux qui ont accès à la monnaie grâce à un travail salarié qui leur permet d'obtenir de l'argent, un revenu pour acheter de quoi consommer, etc. Non, pas cette inégalité-là, pas cette violence-là. La monnaie est violente parce que l'accès à la monnaie suppose l'accès au système bancaire et à la création monétaire. Le riche aujourd'hui n'est pas celui qui possède de la monnaie, mais celui qui peut accéder au crédit. Et c'est là qu'on trouve une violence sociale d'autant plus manifeste et d'autant plus dangereuse dans ses répercussions sociales et sociétales, dans des périodes de crise dans lesquelles les autres moyens d'accéder à la monnaie, et notamment le travail, ne sont plus efficaces.
Et cette violence aujourd'hui a pris une telle ampleur que ce sont nos propres États qui ont accepté de se soumettre à une violence légale qu'eux-mêmes avaient instituée. Jusqu'au traité de Maastricht, les États européens avaient décidé d'être les seuls à détenir cette violence légale qu'est la création monétaire. Et ils ont délibérément, volontairement, cédé ce pouvoir, non pas considérable, mais tout simplement fondamental, essentiel dans nos sociétés. Ils ont cédé ce pouvoir à une banque centrale européenne indépendante de tout pouvoir politique. Mais pas du tout indépendamment de tout pouvoir, puisque cette banque centrale est elle-même soumise au pouvoir des intérêts financiers. Alors on a donc une violence fondamentale de l'économie qui entraîne une rupture de classe, même si aujourd'hui on n'aime plus utiliser ce terme, qui est rattaché à la vulgate marxiste. Mais justement, c'est là qu'on a quelque chose d'intéressant, comme vous le soulignez, même si vous ne l'avez pas directement évoqué. Les premières grandes formes de terrorisme populaire, qui ont été les plus connues, eh bien, ce sont les formes de terrorisme anarchiste à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et c'est par exemple dans les années 1960 et 70, et jusque dans les années 80, un terrorisme d'extrême gauche qui est pratiqué en Europe contre des États européens, et pratiqués par des Européens qui ne sont pas eux-mêmes issus de milieux défavorisés, qui n'expriment pas une misère sociale. C'est au contraire la plupart du temps des terroristes issus de milieux sociaux qui correspondent à de la petite bourgeoisie, de la classe moyenne relativement aisée, et surtout éduquée. Et ça nous renvoie à quelque chose d'intéressant sur lequel je reviendrai après. Alors aujourd'hui, avec le terrorisme qui vient du Sud, de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, en réalité, nous n'avons ici qu'une reproduction, enfin que la continuation, non pas du même terrorisme, mais d'une logique de terrorisme qui a aussi émergé dans les années 80 et 90, à l'occasion du conflit israélo-palestinien, ou en tout cas le conflit entre Israël et le monde arabe. Donc il y a une histoire ancienne de ce terrorisme du Sud, et je remonterai même en aval, il y a une histoire ancienne de ce terrorisme au Sud, lorsque justement, vous évoquiez la situation du terrorisme en France contre les Allemands, eh bien le terrorisme, c'est le terme qu'on utilisait pour parler des événements en Algérie. Et nous pratiquions à l'époque la terreur contre les terroristes. Et d'ailleurs, la France a à cette époque développé un savoir-faire qui a été un très grand savoir-faire d'exportation, car la France a pendant très longtemps exporté notamment ces généraux qui avaient fait leurs armes en Algérie. Elle les a envoyés en Amérique du Sud pour former les hommes de main des dictatures latino-américaines. Ça fait partie des grands savoir-faire que la France a su exporter. Et bien entendu, cette violence, ce terrorisme du Sud a été assimilé très rapidement à la conséquence de la colonisation, et donc c'est inscrit dans un discours que tenait d'ailleurs Lénine dès le début du XXe siècle, sur le fait que l'impérialisme étant le stade suprême et le pendant naturel du capitalisme, eh bien la violence que suscite cette colonisation, cette violence appelée terrorisme, est une violence finalement. La question ne se pose pas de savoir si elle est légale, légitime, si elle est dans quel cadre institutionnel elle rentre, mais c'est une violence générée spontanément et naturellement par le développement du système économique, le sous-développement n'étant que le côté obscur du développement. Je précise une chose très importante, il n'est pas question pour moi de légitimité quelque forme de terrorisme que ce soit, mais juste de poser la question des conditions historico-économiques, en tout cas la manière dont les économistes parfois peuvent expliquer le capitalisme. Mais justement, je vais faire ici un parallèle avec cette violence latente et larvée et les faux-semblants de la pacification marchande. On a aujourd'hui un très bon exemple de la manière dont se passe le pillage que j'évoquais tout à l'heure, non pas encore le pillage de mes étudiants, je vais y venir, mais le pillage des ressources du Sud. Pendant très longtemps, on a considéré qu'effectivement le sous-développement des pays du Sud était lié à la surexploitation des ressources, au pillage qui avait été mis en place par les pays colonisateurs. Oui, certes, il y a eu une forme de pillage, mais qui a été institué. C'est un pillage qui a pris des formes légales. Il y avait un ensemble d'institutions coloniales, et les colons de l'époque n'ont pas considéré qu'ils n'étaient pas dans leurs droits, mais qu'au contraire, ils participaient d'un système qui était clairement établi et qui relevait de lois très clairement formulées. Aujourd'hui, ce pillage a pris des formes tout à fait nouvelles. Alors, bien entendu, on parle toujours du fait qu'on continue d'extraire les ressources naturelles de ces pays. Je rappelle une chose fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, ce pillage a pris la forme de contrats. On achète aujourd'hui aux pays du Sud leurs ressources naturelles.
et on les leur achète, certes à bas prix, hein, mais si on peut leur acheter à bas prix, c'est parce qu'il y a en face, systématiquement, quand il y a de la corruption, il y a d'un côté des corrupteurs et de l'autre des corrompus. Ce qui fait qu'en réalité, c'est un pillage qui a pris une forme tout à fait légale et tout à fait organisée entre les États du Nord et les États du Sud. Mais je voulais rebondir sur quelque chose de plus intéressant parce que, enfin qui en tout cas moi me semble plus intéressant, c'est la manière dont se fait aujourd'hui ce pillage de manière beaucoup plus civilisée en apparence. On a un très bon exemple avec la logique des politiques de compensation qui se mettent en place, puisque effectivement se pose aujourd'hui la question du terrorisme, quelle nouvelle loi on va mettre en place, etc. Mais se pose aussi la question de la transition énergétique. Et certains industriels du Nord ont trouvé de très bonnes solutions, puisqu'ils polluent au Nord, et qu'on le sait, l'émission de carbone suppose de planter des forêts pour absorber le carbone. Eh bien, les industriels du Nord se sont dit, nous allons polluer propre. C'est-à-dire qu'on va continuer à polluer au Nord, mais on va planter des forêts dans le Sud. Et dans le cadre de cette politique, il y a des intermédiaires. D'ailleurs, c'est intéressant quand on voit tous les intermédiaires qu'il y a dans ce qu'on appelle l'économie verte ou le green banking. On retrouve exactement les mêmes intermédiaires que ceux qui nous ont conduits à la crise financière. Et ces intermédiaires, aujourd'hui, donc, achètent des centaines, des milliers d'hectares en Afrique. On est dans une logique d'échange, de contrat. Ils achètent des terres à des États, puisque dans la plupart des pays africains, le droit du sol est un droit géré par l'État. Donc, ils profitent, ces industriels et ces systèmes-là de compensation profitent d'une sorte de flou juridique qui leur permet de faire des transactions directes avec les États. On achète des hectares, on plante des arbres, en l'occurrence des arbres qui poussent rapidement, de l'eucalyptus, qui détruisent ensuite intégralement les sols, qui empêchent derrière toute culture vivrière et qui se traduisent donc par de l'expropriation. Alors on me dirait que ce n'est pas de l'expropriation puisque ces paysans qui cultivaient la terre cultivaient en fait une terre qui était à l'État. Et on voit bien là ici toute la force et toute la violence de ce qu'on appelle le système de propriété privée. Le propriétaire se sent toujours légitime dans son droit et puisqu'il y a eu une transaction financière et monétaire, après tout, nous restons dans une logique de plein droit. Et cette violence-là ne semble pas être une violence faite à des peuples et qui pourrait justifier par la suite éventuellement leur entrée dans une logique terroriste. Alors, je vais en venir maintenant à la question de l'économie de la violence. Et je laisserai mes étudiants en fait tout à l'heure préciser, comme ça je parlerai moins longtemps, rassurez-vous, je vais poser le micro pour pas que je ne vais pas le monopoliser. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le terrorisme. On l'associe, surtout maintenant, là, dans le contexte actuel, on a tendance à l'associer à une forme d'irrationalité, forcément. La violence bestiale et barbare que prend l'acte terroriste nous renvoie à une irrationalité supposée, en tout cas une sortie du cadre conventionnel de la rationalité ou de la raison de celui qui commet l'acte. Mais ce qui est intéressant, c'est l'institution, en tout cas l'organisation qu'il y a derrière. Et cette organisation-là est extrêmement rationnelle. Il y a une véritable économie de la violence. Daesh est une organisation très terroriste extrêmement riche. On estime son budget entre 1 et 2 milliards de dollars. La prise de Mossoul, qui leur a permis la prise de la banque centrale, enfin d'une des annexes de la banque centrale à Mossoul, leur a fait rentrer directement plus de 300 millions d'euros dans les caisses. On sait que chaque jour, je crois que c'est à peu près 3 millions de dollars de recettes liées à l'extraction pétrolière. Il y a derrière toute une organisation extrêmement rationnelle et efficace de cette logique terroriste. Mais il n'y a aucune raison d'être surpris de cette organisation rationnelle, car ces terroristes ont eu un maître fondamental dans les années 30. C'est Hitler. Et ce qui est très... Et c'est là qu'on voit toute la violence du capitalisme, c'est que, comme l'ont rappelé quelques auteurs, mais qui ont malheureusement été trop peu lus, l'Holocauste a été organisé suivant toute la logique de la rationalisation et de l'économie industrielle. Lorsqu'il a été question de savoir où il fallait installer les camps d'extermination, la question qui s'est posée était celle d'une rationalisation comme on peut en faire lorsqu'on fait des schémas territoriaux de transport en commun. C'est-à-dire qu'on a une véritable rationalisation économique et la guerre de 39-45 a été finalement la pleine expression du capitalisme jusqu'à sa forme la plus extrême et la plus barbare. Et donc, pour conclure dans un premier temps, et après peut-être que je reprendrai la parole dans la suite des débats, puisqu'il a été question de guerre de civilisation, d'abord le terrorisme n'est pas une guerre de civilisation, mais une guerre interne à une civilisation. Et cela renvoie à cela lorsque, par exemple, on s'intéresse au terrorisme lié à la période coloniale, lorsqu'on s'intéresse au terrorisme anarchiste ou d'extrême gauche, etc.
Eh bien, c'est exactement... Bon, je n'ai pas poussé le bouchon jusqu'à faire un parallèle avec ceux qu'on appelait quasiment des terroristes, hein, lorsqu'ils faisaient, il y a quelques mois, des manifestations en Grèce avant de gagner les élections. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on les considère tout juste comme étant légitimes dans leurs négociations avec l'Union européenne. Et ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais conclure, oui, sur le fait que nous ne sommes pas dans un affrontement de civilisation lorsque Daesh ou Al-Qaïda met en place une série d'attentats. Ils mettent en place ces actions avec la même logique que celle des ennemis qu'ils entendent attaquer. Et en l'occurrence, ce n'est pas une guerre de civilisation, c'est une guerre interne au capitalisme, sinon dans les objectifs, du moins dans les méthodes. Et je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Merci beaucoup, Benoît. Je suis sûr qu'on va reparler de cette intervention. Yann Ramirez, qui vient au pupitre, et je vais inviter l'ensemble des communicants à rejoindre le premier rang pour pouvoir profiter du diaporama. Yann Ramirez, sociologue, donc je le disais il y a quelques instants, nous parle maintenant de la sociologie du passage à l'acte terroriste, avec des chiffres, Yann, et avec des cartographies qui vont révéler des tendances intéressantes. Benoît Prévost a fait preuve d'un respect total de l'heure et du temps imparti. Je compte sur vous pour en faire de même. Affichage. Et on sous-traite aussi le conseil technique. Plein écran, c'est bien. Merci Yann, c'est parti pour un quart d'heure, à tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous rassure de suite, même si le sujet est dur, c'est un sujet très difficile, je ne vais pas chercher à vous faire peur. Je ne suis pas un sociologue décadentiste, même si je travaille sur la violence. Donc aujourd'hui, le but est de vous montrer un état des lieux, plus ou moins mis à jour, puisque les chiffres évoluent de jour en jour. On verra au cours des diapos que ces chiffres peuvent et évoluent très rapidement. Tout d'abord, il faut voir, je reprends, là c'est pour faire un petit peu le lien avec l'introduction de Luca Tosoni, c'est qu'il y a une forme de néo-terrorisme. On est dans une évolution. Aujourd'hui, si on reprend les termes de Michel Viviorca, qui est un grand sociologue en France, on serait dans un terrorisme de proximité. Ou du moins, en France, on connaît une forme de terrorisme de proximité. Avec des individus de plus en plus isolés. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on entend toujours parler d'Al-Qaïda, de l'État islamique, Daesh, de Al-Nosra, mais on se rend compte que lorsqu'on attend des revendications, donc par exemple c'était pour Koulibaly, c'était pour janvier, ils utilisent le support de Daesh, mais c'est une initiative qui pourrait être personnelle. C'est pour ça qu'on parle d'individus isolés. Même s'ils sont imprégnés dans une espèce de grande toile d'araignée que serait par exemple le cas de Daesh. Mais, et d'ailleurs, si on entend des prêches en Syrie ou en Irak, ils appellent tout. Alors là, c'est eux, donc ce n'est pas pour généraliser les musulmans, mais eux-mêmes appellent les musulmans habitant en Occident à attaquer cette terre. C'est pour ça que vous avez des individus isolés qui utilisent ce support. Et depuis maintenant près de 20 ans, on a un schéma qui ressemble à ce qu'on avait vu avec l'ETA en Espagne. C'est-à-dire un schéma classique d'action, répression, action. Ce qui sera en quelque sorte un cercle vicieux où une attaque terroriste engendre une répression ou du moins un arsenal législatif, voire des guerres, et qui, en retour, provoque d'autres actions. Donc en quelque sorte, on est carrément dans un cercle et on ne sait plus au bout d'un compte qui a commencé. On a parlé du cyberterrorisme, on est évidemment dans une nouvelle forme. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait des collectivités ici, la mairie de Sérignan qui avait eu son site attaqué.
on parle de cyberterrorisme, et Internet aujourd'hui est forcément la présence de ce réseau, un espace d'embrigadement, de médiatisation, et une médiatisation qui est peu contrôlée, ou du moins qui est difficilement contrôlable. Et ensuite, comme on dit, le cyberterrorisme est également une cible et un espace d'attaque. Alors, pour expliquer des premières causes de ce type de terrorisme, il y a ce qu'on en parlait, et d'ailleurs je suis ravi de la présence de Frédéric Decoq, docteur en psychologie, car on pourrait retrouver des similitudes entre certaines attaques et des tueries de masse, par exemple le school shooting aux États-Unis, donc le Columbine, pour ceux qui s'en souviennent, des meurtres de masse également au Japon, où il y a cette frénésie meurtrière qui s'empare et qui fait passer à l'acte. Il y a également du coup une sorte de déshumanisation de l'autre. Et Michel Viviorca en parlait en prenant l'exemple de la boucherie de Londres où le meurtrier avait utilisé des instruments de cuisine et de boucherie. Où il y a, de toute façon, quand on est dans un passage à l'acte destructeur à ce point, on est forcément dans une déshumanisation ou du moins une non-reconnaissance de l'autre. Le deuxième point, c'est les Français et le djihad. Alors, ce sont des chiffres qui datent d'octobre 2014. C'est pour ça qu'il faut bien préciser les dates, puisque ça évolue très rapidement. À ce moment-là, vous aviez, en bas, sur le profil, 87 départements recensés, où il y avait des départs et des signalements, 20% de convertis, et vous remarquez que un individu sur deux n'était pas connu des forces de l'ordre et n'avait pas eu de problème avec la justice. Donc du coup, quand on parle des facteurs sociaux, et la difficulté de pouvoir surveiller la radicalisation de certains individus, on voit que certains n'ont pas eu de problème avec la justice avant de basculer et que la proportion est même importante. Lorsqu'on fait un zoom sur ces profils, alors là, toujours pareil, on parle en octobre 2014, ça suit les derniers chiffres, vous aviez 9% des personnes signalées ou qui étaient en voie de radicalisation qui étaient déjà parties en Syrie. Et là, dans cette voie de radicalisation, le chiffre de convertis monte à 40%. Et les mineurs augmentent. On verra sur le topo suivant. Les hommes sont toujours plus nombreux, mais ce chiffre de convertis est important et encore plus important ici si on fait ce zoom sur les mineurs et les filles. Donc les filles mineures converties seraient le profil le plus à même à se radicaliser et à partir. C'est la tranche d'âge qui est qui serait la proie la plus facile pour les personnes qui s'occupent de l'endoctrinement et du recrutement. C'est pour ça le côté sociologique de cette enquête, en quelque sorte, est important pour voir du coup quelle tranche d'âge est la plus sensible et où il faut lutter pour éviter ces départs. On voit par exemple que plus on part sur des tranches d'âge supérieures, plus de 26 ans, et plus l'inégalité entre la présence d'hommes et de femmes est présente. Si on fait désormais une cartographie de la France, tout à l'heure on parlait de 87 départements en octobre 2014. Mars 2015, il n'y a plus qu'un seul département où il n'y a pas de signalement, la Creuse. Je vous signale qu'à côté, vous avez le Cantal, et le Cantal, les deux signalements, c'était Koulibaly et sa compagne. Donc, vous avez l'Hérault où Lunel tape fort dans ce chiffre. Et ici, là également, c'est pour ça qu'on parle de facteurs sociaux. C'est-à-dire que si, forcément, vous avez la région parisienne qui est un nid très fort sur la radicalisation, c'est forcément toute la France qui est concernée et des territoires où il est plus difficile du coup d'expliquer cette radicalisation par des facteurs sociaux.
Et c'est pas pour rien si l'enjeu également d'avoir fait un séminaire interdisciplinaire, c'est de pouvoir avoir des explications outre que sociologiques, puisqu'on ne peut pas expliquer qu'avec des facteurs sociologiques. Ici, vous avez des chiffres de Dounia Bouzar et de Christophe Coppen pour le Centre Prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Il s'agit d'individus en voie de radicalisation signalés au sein de leur propre famille. Et ici, vous avez 70% des individus issus de familles athées et 30% d'individus issus de familles de référence juive, musulmanes, catholiques. Il faut nuancer ces chiffres, puisque cela veut dire qu'il est plus pour une famille qui verrait un de ses membres se radicaliser, il y aurait une proportion peut-être plus facile à le remarquer pour des familles issues de familles athées, puisqu'il y aurait un contraste plus saisissant en quelque sorte entre une culture religieuse et non religieuse. Par contre, il y a un point commun entre toutes ces familles, c'est qu'il y a majoritairement des familles de classe moyenne ou supérieure et sans parcours migratoire récent. Là également, encore, on se rend compte que le facteur sociologique et les facteurs sociaux ne peuvent pas tout expliquer dans la radicalisation. Alors du coup, il faut chercher d'autres pistes explicatives. Là, étant donné qu'un sociologue, je reste encore du coup sur des facteurs sociaux où il y a une appartenance à une communauté. Forcément, il y a également l'attraction de leaders charismatiques. On y verra tout à l'heure, mais vous avez notamment la présence en France la France pour le réseau français de Omar Homsen, qui se prétend émir, d'ailleurs, tout le monde l'appelle l'émir, et qui, par son charisme, attire énormément les jeunes. D'autres, et là c'est pour ça qu'on va petit à petit, on va partir sur des facteurs au-delà de la sociologie, vous avez ce sentiment prédominant et qui apparaissent énormément dans les profils concernés de sentiments de rejet, d'humiliation, de perte d'honneur, et où les groupes terroristes appartiendraient comme un refuge et seraient assimilés à un refuge. Forcément, là-dedans, il fallait y arriver un moment, il y a le trouble identitaire qui joue un rôle. On parle d'émigration, d'immigration, de cas de binationaux. Et comme le dit des journalistes et des sociologues, l'islam apparaît comme une identité sans frontières, qui, en quelque sorte, casserait ce conflit identitaire. Alors du coup, quelles sont les quêtes d'identité de ces personnes en voie de radicalisation? Dans le dossier de Dounia Bouzar et de Christophe Coppen, il y a plusieurs profils d'identité. Vous avez, premièrement, l'idéal chevaleresque, c'est-à-dire que ces individus prônent le sacrifice de soi pour l'histoire, donc il y a une sorte de continuité dans l'histoire, de marquer l'histoire. Et ça, on peut sortir ce cas, par exemple, avec Anders Breivik en Norvège, qui était également dans cette logique de marquer l'histoire. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste recentrer et uniquement monopoliser l'exemple de l'islam radical. On peut retrouver ces cas d'identité ailleurs. Dans cet idéal chevaleresque, vous retrouvez également cette idée de mission. Et là, je vais citer des paroles de familles qui ont reçu des messages de combattants qui sont présents en Syrie, en Irak, et qui, à leurs parents, vont jusqu'à dire « Papa, maman, je vous aime encore, mais la mission est plus forte que la raison. » Dans cette idée de mission. Être dans le vrai, le juste. Là, je recite Omar Homsen. D'ailleurs, il appelle ses fidèles, en quelque sorte, il les appelle les véridiques. Donc, pour essayer de légitimer ce côté vrai, ce côté juste de cette mission. Deuxième identité, il y a ce besoin groupal. On a parlé de communauté tout à l'heure. L'idée d'appartenir à une communauté, le rôle de l'imitation également. De toute façon, c'est logique, en sociologie on en parle régulièrement, cette idée de désir mimétique et d'imitation de l'autre au sein d'un groupe social. La recherche d'un lien social où il se sent reconnu, cette idée de reconnaissance, l'idée de reconnaissance de soi,
qui est, pour l'instant, dans les médias, notamment, et je pense très largement sous-estimé. On devrait prendre en compte cette idée de reconnaissance de soi qui animerait beaucoup plus ces acteurs qui, malheureusement, si on lit les journaux, on reste trop sur cette idée de facteurs sociaux, et je pense qu'on devrait essayer de creuser un peu plus sur cette idée de reconnaissance de soi. Et d'ailleurs, pour parler de cette idée de besoin groupal, je vous cite d'autres témoignages de familles où une mère de famille, pour expliquer pourquoi son enfant s'est radicalisé et a rejoint la Syrie pour combattre, et rejoindre un groupe, comme elle le dit, il n'a jamais trouvé sa place ni au collège ni au boulot quand il a grandi. Cette idée de besoin groupal, et ce garçon a retrouvé avec ce groupe terroriste, a retrouvé un groupe qui l'a entendu, qui l'a reconnu. C'est malheureux, mais dans son cas, et ce n'est pas un cas isolé, ça a été ceci. Autre identité, les métiers du don. Alors là, vous retrouvez en particulier les filles, les mineurs, des jeunes, qui vont pour une cause humanitaire, donc que ce soit des infirmières, mais vous avez également des médecins, des personnes dans le domaine social. Le dossier montre que ces personnes sont les premières à sortir de cet endoctrinement quand ils arrivent sur le terrain. Une autre quête d'identité, c'est le Call of Duty, l'appel du devoir. Vous y retrouvez des personnes qui recherchent le combat, l'adrénaline, qui, eux, recherchent un groupe social à forte homosociabilité, c'est-à-dire des groupes composés presque uniquement d'hommes. Et là, si on fait un profil sociologique de ces personnes, on y retrouve des personnes qui ont eu un parcours au sein de l'armée ou des forces de l'ordre, ou qui ont été recalés des forces de l'ordre et de l'armée. Donc, en quelque sorte, ils vont chercher leur guerre. Et là encore, cela voudrait dire que ces personnes, en fait, s'appuient sur une excuse que serait l'islam radical pour pouvoir légitimer leur propre violence et leur désir de faire une guerre. Et enfin, peut-être l'identité qui est la plus inquiétante, ce sont les personnes qui prétendent servir Dieu, mais qui en quelque sorte le remplacent et veulent le remplacer en étant l'épée de Damoclès, en étant le propre châtiment. Et ces personnes, sociologiquement et dans leur parcours, on y retrouve des personnes avec des conduites à risque, où ils ont du mal avec les limites, avec les règles. Enfin, pour finir, c'est un contexte mondial. Il ne faudrait pas penser que c'est un problème franco-français. Là, pareil, ce sont des chiffres qui datent d'automne 2014. Il y avait, en automne 2014, entre 12 000 et 15 000 combattants étrangers présents en Russie. Donc voici la répartition. Ce sont les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ici, vous voyez que ça évolue très vite, puisque vous voyez la France avait 730 combattants. Aujourd'hui, il y a eu une dépêche AFP de ce matin où il recensait, il me semble, 1600 combattants français. 1605, oui. 1605. Donc on voit, ça évolue très très vite. Et on voit forcément également la forte présence de pays du sud du pourtour méditerranéen. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Yad. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Il y avait des applaudissements qui étaient lancés. Ne vous retenez pas. Je donne juste le complément, Yann, puisque tu l'évoquais. Ce sont des chiffres qui ont été donnés ce midi par le Premier ministre. 1605 Français ou résidents en France actuellement recensés pour leur implication dans des filières terroristes. Parmi ceux-ci, on estime que 445 d'entre eux se retrouvent actuellement en Syrie et 99 y sont morts. Pour poursuivre notre approche, nous laissons la parole à Frédérique Decoq, psychologue clinicienne, qui va nous parler de l'agressivité destructrice. Frédérique, c'est à vous. Merci. Merci, bonjour. Merci à tous les membres du comité qui m'ont fait participer à cette intervention. Merci en particulier à Yann pour la marque de confiance dont tu m'as témoigné, sans doute
par ta motivation pour comprendre mes travaux qui t'ont poussé à m'inviter aujourd'hui. Alors, je propose à présent de faire peut-être un pas de côté. J'ai intitulé mon intervention « Les origines de l'agressivité destructrice » afin de traiter le thème de l'agressivité humaine en général, du point de vue de la psychologie clinique et de la phénoménologie. Ce sera la base d'appui, si vous voulez bien, pour comprendre les passages à l'acte terroristes de manière peut-être un peu moins irrationnelle. Alors, en préambule, je vais me permettre d'éclaircir certains points ou donner quelques définitions pour bien clarifier mon postulat de départ. La première chose, c'est la manière dont je comprends l'être humain. L'être humain peut être compris par son caractère biologique, donc l'instinct de survie, c'est une nécessité de boire, de manger, par l'aspect culturel que l'on peut comprendre par le fait que l'être humain est mu par des pulsions de vie, des pulsions de mort, et par son caractère un petit peu plus énigmatique pour nous les scientifiques, son caractère spirituel. D'un point de vue psychologique, la tendance, enfin ce que Winnicott nomme tendance antisociale, fait partie de l'être humain. Nous avons, si j'ose dire, tous un Hitler en nous, qui se manifeste plus ou moins. Mais alors, qu'est-ce que l'agressivité ? Qu'est-ce que l'agressivité ? Alors c'est vrai que dans son sens usuel, l'agressivité renvoie à des manifestations destructrices. L'encyclopédie Quillet parle, je crois, d'attaquer. L'agresseur, c'est celui qui attaque le premier. Et la perspective psychanalytique traditionnelle adhère plutôt à cette conception, puisqu'elle renvoie, et là je cite Laplanche et Pontalis dans le vocabulaire de psychanalyse, l'agressivité est une tendance ou un ensemble de tendances qui s'actualisent dans des conduites réelles ou fantasmatiques, celles-ci visant à nuire autrui, le détruire, le contraindre, l'humilier, etc. C'est-à-dire que du point de vue de la psychologie traditionnelle, l'agressivité est directement liée à une épreuve de réalité, à sa frustration. Alors dans notre jargon, nous parlons d'épreuve de perte de la toute-puissance infantile, de la jouissance sans limite. Mais je tiens à préciser aujourd'hui que psychologiquement parlant, l'agressivité n'est pas que destructrice. Et là, je me réfère aux perspectives un peu plus anglo-saxonnes, avec Klein, Rivière, Winnicott, etc., qui parlent d'agressivité primitive, qui est synonyme d'activité motrice instinctuelle, donc toutes les activités humaines tournées vers l'extérieur, hein, qui sont spontanées, libres, créatrices et destructrices par hasard. En vous écoutant, je me permets une deuxième précision, puisque nous avons ensemble, et je vais le faire moi aussi, utilisé le terme de violence. Rappelons-nous que la violence, d'un point de vue étymologique, peut se comprendre à la fois par un excès d'agressivité destructrice, par sa racine latine visa, qui signifie excès, mais aussi ce que nous appelons violence fondamentale, par la racine grecque via, qui signifie vie, tous les élans constructifs, le souffle vital qui anime l'individu en deçà de tous des processus de destruction. Donc moi, je suis spécialiste du domaine de la psychopathologie du sportif. Par exemple, la saine agressivité, la saine combativité que l'on retrouve dans la sphère sportive, ce n'est pas toujours le cas, hein, rassurez-vous, mais en tout cas, cette saine agressivité relève de cette essence-là. Donc, il faut bien comprendre en préambule que l'agressivité, à la fois, renvoie à des élans de création, mais aussi des élans destructeurs, et pas seulement des élans destructeurs.
enfin, le dernier point que je voulais éclairer avec vous en préambule, c'est la question de la religion, qui elle-même, étymologiquement, signifie religarer, relier, rassembler. L'islam, par exemple, aurait une racine étymologique qui signifie paix. Alors, dans ce domaine, en psychologie, j'y reviendrai si ça vous intéresse, nous distinguons la croyance de la foi et la religion, au nom de laquelle certains choisissent de commettre des actes destructeurs, est à la fois une construction culturelle qui peut répondre à une illusion ou à une illusion d'idéal commun, mais aussi peut servir d'un point de vue plus existentiel ou spirituel, si vous préférez, le bien-être psychique de l'individu. Alors, j'ai quelques idées à vous soumettre pour le thème qui nous préoccupe. La première réflexion du point de vue psychanalytique et phénoménologique, c'est l'idée que l'agressivité destructrice est inhérente à la vie en société. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que simplement, l'être humain est mu tout au long de l'existence par des pulsions de vie et de pulsions de mort. Freud, qui fait partie de nos textes fondamentaux, même si on peut le critiquer, même s'il est possible de le critiquer, Freud nous rappelle qu'une société se construit à partir d'un interdit. En tout cas, l'interdit principal, c'est l'interdit du meurtre. C'est l'interdit du meurtre qui est à l'origine du fondement de la culture. Sans quoi, les pulsions de mort jailliraient de toutes parts et ce serait le chaos. Or, je vous avais dit, l'être humain est mu par des pulsions de vie, pulsions de mort. Les pulsions de mort, tout au long de notre existence, elles cherchent à jaillir et elles se manifestent de manière plus ou moins partielle ou plus ou moins débridée. Ce qui veut dire que l'agressivité destructrice fait partie du lien social. Il n'y a pas de lien social sans conflit, nous dit Freud. Au début du XXe siècle, date à laquelle il a écrit ses travaux, la société fabrique par exemple des névroses. La névrose, c'est quoi? Ce n'est pas autre chose qu'un conflit intrapsychique entre des désirs et la non-possibilité de les assouvir à cause des interdits de la société, par exemple. Alors, qu'en est-il du malaise dans la civilisation actuelle, puisque chaque société ne peut vivre sans malaise? Eh bien, actuellement, disent mes collègues psychologues, actuellement, le malaise est symbolisé par ce que l'on appelle les états limites, c'est-à-dire des sujets qui ne sont plus pris entre des désirs et leurs interdits. Ce sont des sujets qui sont pris dans un conflit entre le moi et la réalité intersubjective. Alors, je vais essayer de développer un petit peu ce propos. La société actuelle est une société qui est prise dans des injonctions de réussite, dans des injonctions de rendement, d'efficacité, des fantasmes d'immortalité. La mort est tabou, en quelque sorte, à l'heure actuelle. Ce qui rend, nous disent les psychologues, des individus égoïstes, individualistes, qui créent une déshumanisation, en quelque sorte. Et sans l'expliquer, certains psychologues disent « Nous passons de l'interdit du meurtre au désir de meurtre ». Alors, comment comprendre que finalement c'est l'agressivité destructrice qui se manifeste au détriment de l'agressivité créatrice? Soyons honnêtes, sans parler de djihadisme, je vais y venir. Regardons notre société, regardons nos vies, regardons nos professions. Comment ça se passe dans vos milieux professionnels? Comment ça se passe dans nos écoles? Comment ça se passe? Quelles sont les relations humaines
vis-à-vis de nos aînés? Quelles sont les relations humaines dans les hôpitaux? Certains psychologues parlent d'institutions qui se délitent. Les gens, il faut bien l'avouer, se tapent facilement dessus, même symboliquement. Alors, d'un point de vue psychique, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la fois, la société nous condamnerait de ne pas être parfait, et à la fois, le sujet va utiliser autrui comme instrument de jouissance propre, sans le reconnaître en tant que sujet, et va condamner la société de ne pas le satisfaire entièrement. Alors, quelles conséquences? Eh bien, selon nous, la conséquence, elles sont au nombre de 2. C'est la crise du vivre ensemble, c'est un problème de reconnaissance mutuelle des consciences, je pourrais vous en parler tout à l'heure, ce fut l'objet de mes travaux. C'est aussi la crise du sujet, la crise du soi existentiel. Alors, du point de vue du sujet, il faut bien comprendre dès lors que c'est l'altérité qui est au fondement de la subjectivité. L'individu, il est mu par des pulsions, mais pour se sentir exister, a lieu la présence d'un noyau d'être interpersonnel. Je vais essayer de clarifier mon propos. L'être humain est mu par une quête de reconnaissance tout au long de son existence. Et d'ailleurs, ça me fait dire, tout à l'heure, j'ai entendu des termes tels que la confrontation ou de lutte, quand on parle de terrorisme ou de guerre. Il y a bien dans les 2 cas une lutte pour la reconnaissance, me semble-t-il. Alors, l'être humain est en quête de reconnaissance pour sentir quoi? Tout simplement une proximité vivante, tangible, grâce à laquelle il peut se sentir exister. Sans quoi, d'un point de vue un petit peu plus pathologique, l'individu, nous dit Winnicott, est déprivé. Alors, la déprivation, c'est un concept un petit peu barbare. Je vais essayer j'en suis déjà à 12 minutes. Je vais essayer d'avancer un peu plus, je parle trop. Merci Frédéric. Ah, je peux bien sûr, rajouter, bien sûr. Oui. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu pour parler quand même du sujet qui nous préoccupe. L'individu déprivé, c'est un individu pour lequel la société, en l'occurrence, alors la société, lorsqu'on est enfant, c'est la relation à la mère, la relation à la famille, n'a pas été suffisamment sécure ou a été préjudiciable. Moi, j'ai travaillé avec des adolescents délinquants, c'est-à-dire qui ont commis des actes délictueux, tels que des meurtres ou des vols. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu l'expérience de la confiance mutuelle et qu'ils se mettent au défi de la société en quête d'une reconnaissance. Vous n'avez pas été, la société ne m'a pas reconnu. C'est pour ça que l'acte destructeur va mettre au défi la société de le reconnaître. Alors pour en arriver aux personnalités djihadistes, alors moi je n'en connais pas personnellement, donc je ne pourrais pas vous offrir la psychanalyse du djihadiste. En revanche, ce que je peux dire, sans que l'individu soit déprivé, en tous les cas, il est pris dans une société actuelle déprivante, c'est-à-dire où le climat intersubjectif fait défaut, et là où ce qu'on appelle le moi individuel s'effondre, il va chercher et trouver dans une communauté un moyen de se sentir reconnu, et voire même se sentir dans un moi collectif invincible. On l'a vu, on l'a dit différemment tout à l'heure, et il retrouve en quelque sorte une reconnaissance qui n'a pas lieu par ailleurs. Je suis prise par le temps, je suis obligée d'en rester là. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Frédéric. Merci de cette intervention. On termine ces communications en venant à la fabrique de la loi, en venant à des sujets diplomatiques. Je laisse la parole, mais je
Oui, il y a un micro. À un député, un parlementaire, Elie Aboud, que je remercie de sa présence. Le micro est allumé. Oui. Ça marche très bien. La loi, les enjeux, l'activité concrète et les réponses qu'on peut attendre après toutes les questions qui ont été soulevées. Et on en vient ensuite au débat avec la salle. Monsieur le député, c'est à vous. Je vais faire comme ma collègue, respecter les 10 ou 15 10, tu m'as dit juste. 10, ça nous arrangerait là. Je vais respecter les 10 minutes. En fait, ce qui a été évoqué, ce que j'appelle l'éthiopathogénèse, vous l'avez dit à votre façon, moi je vais faire une métaphore médicale en parlant de prévention primaire et de prévention secondaire. La prévention primaire, c'est qui consiste à dire comment et pourquoi et dans quelles conditions cet individu se transforme en terroriste, avec des mots simples. La prévention secondaire, c'est de dire, quand on est dans l'action publique, quand on est dans la vie publique, comment faire pour que cet individu ne puisse pas nuire aux autres. Et là, il y a deux rubriques que je voudrais développer rapidement. Ce que j'appelle les renseignements endogènes et les renseignements exogènes. Parce que tout est lié pour le législateur, pour la puissance publique tout court, tout est lié à un mot simple qui s'appelle renseignement. Bon, donc il y a deux parties, rapidement la partie de la loi et la partie dite diplomatique, en tout cas qui conditionne les relations et les interrelations de la France, de notre pays, avec, comme vous l'avez évoqué, docteur, les pays du Sud. Pour la loi, moi je ne vais pas détailler la loi, il y a un débat. Ce débat est légitime. Ce débat, je le résume en deux mots, est-ce qu'on est dans une société libre ou est-ce qu'on va être tous fliqués? Ce débat, on ne peut pas l'empêcher. Et il ne faut pas dire, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un danger au quotidien, un danger qui est dans toutes les villes aujourd'hui, pas que dans les métropoles et les grandes villes. Et il ne faut pas occulter le fait que oui, effectivement, on va mettre le curseur sur une branche où tout le monde peut être écouté. Moi, c'est simple, parce qu'on est sur un terrain politique dans le sens noble du terme. Moi, je suis député de l'opposition. Je voterai avec beaucoup de conviction ce projet de loi. D'ailleurs, c'est mardi prochain. Qu'est-ce qu'il dit, ce projet de loi? En fait, ce projet de loi, il ne fait que légaliser ce que les services de renseignement font depuis toujours. C'est simple. Donc, je ne vois pas pourquoi on va laisser quelque chose qui est atypique, qui est un peu, comme disent les Occitans, mon cher Claude, borderline. Hein? Donc, effectivement, il va falloir le légaliser. Trois parties. La première, c'est ce qu'on appelle la CNTCR, la Commission nationale de contrôle des techniques des renseignements. Cette commission, elle va être composée de magistrats, de hauts magistrats, de parlementaires et d'experts, psychologues, sociologues, experts scientifiques, experts de la police judiciaire. Cette commission va recevoir un ordre des services de renseignement et elle va déclencher le renseignement. C'est un avis consultatif, parce que c'est toujours le Premier ministre qui a toujours le dernier mot. Mais cette commission, elle doit rendre tous les ans un rapport annuel, c'est pléonasmique, un rapport annuel sur son activité. C'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est plutôt transparent au niveau de la loi. Sachant que cette CNTCR pourrait être saisie par un citoyen qui se sent menacé parce qu'il dit « Tiens, je suis fliqué, je suis surveillé ». Donc, en fait, le feedback est des deux côtés, côté effectivement renseignement, mais aussi côté population. La deuxième, rapidement, parce qu'on ne peut pas résumer un projet de loi en 5 minutes, ce n'est pas possible. La deuxième partie la plus, je dirais, la plus médiatique, c'est ce qu'on appelle les fameuses boîtes noires. Aujourd'hui, la loi va permettre à nos services d'aller voir tous les fournisseurs d'accès Internet et de leur dire, voilà, il y a des métadonnées, on appelle ça des métadonnées, on va pouvoir
recueillir ces métadonnées, on va pouvoir les analyser. En principe, c'est anonyme. C'est là où le CNIL, qui est le gendarme en fait de la liberté, pose le problème sur l'anonymat et sur le fait de ne pas pouvoir conserver ces données pour toujours. Ce qui différencie la loi de ce que nos collègues américains, la fameuse NSA, ou le fameux NSA, je ne sais pas ce qu'on dit, là ou le, font. Parce que là, d'abord, il n'y a pas l'anonymat, et deuxièmement, les données sont stockées pour toujours et à tout moment. La troisième partie la plus médiatique, c'est ce qu'on appelle ces fameuses antennes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour les renseignements et pour tout ce qui est appel téléphonique, ils ont tout compris quand même. Parce qu'ils n'attendent pas notre technologie. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des abonnements avec des réseaux ou des agences, enfin des réseaux téléphoniques à l'étranger, et que les individus qui sont chez nous, en France, communiquent entre eux par le biais de ces réseaux étrangers. On le sait, ça, c'est connu. Donc, le fait de mettre ce qu'on appelle, il y a un terme technique, les IMSI catchers, c'est ça. Donc, les IMSI catchers, c'est tout simplement des antennes qui, à tout moment, peuvent détecter ce qui se dit et ce qu'on dit, ce qu'ils disent les uns et les autres. Voilà un peu les trois parties. Il est vrai que le débat, et puis on laissera le débat pour la salle entre le côté liberticide et le côté sécuritaire, il faut juste, et c'est là le rôle du législateur, que le curseur soit bien placé, à condition que cette loi, elle peut évoluer dans le temps. Elle peut évoluer dans un sens plus optimum, plus radical. Je n'en sais strictement rien. Je ne le souhaite pas. Cela veut dire que les choses s'aggravent. Comme elle peut évoluer dans un sens d'une amélioration et un petit souffle de liberté complémentaire. Donc, il me reste 4 minutes. La partie diplomatique. La partie diplomatique pose problème aujourd'hui et on rentre dans un champ de notre diplomatie. La France a toujours eu, nos services de renseignement ont toujours eu des contacts privilégiés avec tous les services de renseignement au monde. Aujourd'hui, c'est une donnée qui est connue, c'est une force majeure. Bien sûr, il y a les services de secret américains, israéliens, qui sont quand même les plus puissants, mais qui sont plutôt centrés sur des données bien ciblées. Par contre, nos services sont plus généralistes et parlent avec tous les services. Et je vais évoquer un sujet que je connais très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le Proche et Moyen-Orient, avant même cette crise syrienne, cette crise identitaire entre les Alaouites de Assad et les Sunnites et ce grave problème, la Syrie a toujours été la plaque tournante des services de renseignement. Et il y avait une déconnexion totale, mais totale, entre la qualité de nos relations politiques avec tel ou tel pays et les connexions entre les services. Par exemple, quand au pire de la crise irakienne ou même la crise syrienne, quand la France, à l'époque du président Jacques Chirac, ne parlait plus avec les Syriens, quand on s'est senti un peu trompé par les promesses d'abord du père Hafez el-Assad et par la suite du fils Bachar el-Assad, nos services de renseignement ont continué à prendre attache avec les services. D'ailleurs, vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, le chef des renseignements, Rustom Ghazaleh, a été assassiné parce qu'il a pris tout simplement la décision de ne plus obéir au service présidentiel Assad et de reprendre attache avec les services secrets français. Donc aujourd'hui, il y a malheureusement une connexion entre la qualité de nos relations politiques avec ces pays-là et en même temps la connexion de nos services de renseignement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on n'est plus informé comme avant. Nos services ne sont plus informés comme avant. Et on peut dire que la Turquie, qui est un allié, la Turquie qui est quand même le cœur de l'OTAN, bon, la Turquie, je le dis avec des mots, je ne veux pas rentrer dans des... Mais la Turquie, elle joue aussi le jeu de l'opposition syrienne contre le régime alaouite de Bachar el-Assad, dans le conflit qui secoue la région entre les chiites d'un côté, l'Iran, avec les bras armés de l'Iran, le parti
Baas de Assad et le Hezbollah libanais, et puis bien sûr la puissance sunnite dans la région, donc symbolisée par l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Donc aujourd'hui, il est urgent, moi je ne suis pas là, je ne suis pas diplomate, mais je pense par contre qu'il y a urgence aujourd'hui que les services, nos services de renseignement puissent être complètement déconnectés de la qualité, de la nature des liens politiques entre la France et les autres pays. J'ai respecté les 10 minutes. Je voudrais juste dire, parce que c'est vrai que c'est un aspect pratique de la loi qu'on peut peut-être au niveau des questions-réponses intervenir, mais aujourd'hui, la loi, elle ne doit pas être figée dans le marbre. Et toute idée sur un côté liberticide que je respecte. Parce que parfois, moi je dis toujours que dans la vie, on peut parler vrai. Mais dans la vie, parfois, parler vrai sur une base qui est fausse, comme disent les psychiatres chez moi dans le domaine médical, tout devient faux. Donc oui, il y a un parler vrai sur le côté liberticide, mais la base aujourd'hui, c'est que il va falloir aussi faire le maximum pour protéger. Il y a un débat, tu l'as évoqué dans ton introduction, sur les dépenses militaires. Ce débat, il ne s'agit pas de dire j'augmente les dépenses militaires ou je baisse les dépenses militaires. Le débat, en tout cas moi en tant que législateur, je le dis, comment faire pour réorienter les dépenses militaires. Aujourd'hui, on dépense, je vais quand même vous donner un chiffre, 6 milliards d'euros par an dans la politique de la dissuasion nucléaire. Je ne remets pas en cause. Je veux dire, ça c'est le général de Gaulle, c'est notre puissance politique, le concept nation indépendante, tout ça c'est à respecter. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait 6 milliards d'euros par an sur la dissuasion nucléaire. Je ne pense pas que les Français, je ne pense pas qu'on soit menacés par la puissance nucléaire de la Corée du Nord. Je ne le pense pas. Par contre, on est menacé aujourd'hui au quotidien par ce terrorisme avec toutes les explications sociologiques, psychologiques, économiques, tout ce que vous voulez, politiques qui ont été données. On va voter une loi sans savoir aujourd'hui quels sont les moyens qu'on va mettre pour cette loi. Je vous remercie. Je profite pour remercier les organisateurs pour cette belle initiative populaire. J'aime beaucoup le mot populaire, tu le sais, Justin. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Alors, maintenant, place au débat, place à la discussion. Une première question que je vous pose à tous, je vais peut-être demander à Yann d'y répondre en premier. Vous êtes président, vous assumez. Monsieur le Président, le micro est là. On a évoqué, Benoît Prévost en parlait dans sa communication, des chiffres, des inversions de tendance par exemple. On a évoqué les chiffres donnés tout à l'heure par le gouvernement. La multiplication par exemple par 2,5 en 15 mois du nombre de départs vers les filières djihadistes. Je pose la question aux chercheurs, je pose la question aux législateurs. Quand on regarde de l'extérieur et qu'on voit ces chiffres, on se demande si en quelque part, à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu une faillite, un vrai problème. Ma question s'adresse aux sociologues, vous qui regardez quotidiennement les mouvements de la société. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans l'opinion publique, dans la perception qu'on a aujourd'hui, on se retrouve avec l'arrivée aussi violente comme ça de ces chiffres et de ce phénomène? Tout à l'heure, je parlais de la pluralité des facteurs. Là, on est dans une conjonction, mais on peut tout. Heureusement, d'ailleurs, on a un économiste, on a un psy, on a tout. Tous les facteurs peuvent vraiment expliquer ça. Et du coup, on parlait de refuge. Vous avez au sein de ces communautés terroristes, parce que pour eux, ils ne se considèrent pas comme des terroristes. Ils se considèrent comme une communauté qui partage entre eux leurs valeurs. Et pour eux, vous allez avoir chacun chez eux, vous allez avoir toujours un facteur qui va déterminer. Tout à l'heure, on parlait d'une personne qui a un profil où il a été malmené dans sa jeunesse. Et il va retrouver ici quelqu'un qui va le soutenir. Donc ici, on va retrouver ce profil-là. Vous allez avoir la personne qui a eu un groupe social, l'homosociabilité, pour schématiser, mais c'est le cas. On a pu voir dans les chiffres de la cartographie la présence de la région parisienne, l'état des banlieues,
le côté ghettoisation, qui fait que là, on a un nouveau facteur. Vous allez avoir d'autres, vous allez avoir voilà, une multitude. Et du coup, mais également, et ça c'est vrai, je voulais en parler, mais on s'écarte, mais vous avez ce sentiment aujourd'hui, voilà, on est dans l'action, répression-action, on est dans le stade de la réaction, dans la deuxième action en quelque sorte. Donc du coup, pour eux, ils sont dans ce sentiment de défense, de leur propre défense, c'est-à-dire qu'ils se sentent, eux-mêmes ils se sentent offensés par la répression et par l'aspect législatif ou par l'aspect du retour identitaire aussi, parce que forcément, et d'ailleurs Michel Viviorca en parlait, c'est-à-dire que les premières actions terroristes ont éveillé un retour identitaire d'extrême droite, qui eux-mêmes, implantés dans la société, reprovoquent une autre boucle de rétroaction avec une nouvelle action terroriste. C'est-à-dire qu'on a plusieurs extrêmes qui s'affrontent en quelque sorte. Tu m'as attaqué, je me défends, tu m'as... Donc du coup, vous voyez la multitude de facteurs. Et aujourd'hui, on est dans cette conjonction, c'est-à-dire qu'on est dans une société en plus, voilà, une société qui est violente symboliquement. Aujourd'hui, les historiens, on est tous d'accord pour dire que scientifiquement, on est la société la plus pacifiée. On est le taux de meurtre qui diminue progressivement depuis des décennies. C'est un fait, on n'invente pas. Donc du coup, aujourd'hui, on est plutôt sur une violence plus symbolique, plus vue que vécue. Donc plus une violence symbolique que physique. Et ce fait est important puisque aujourd'hui, nous avons aussi cette perte de la mémoire des atrocités. Nous sommes petit à petit sur des générations sans guerre, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vécu les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, et qui, du coup, n'ont pas ce frein qui inhibe l'agressivité, qui inhibe cette tendance destructrice. Et du coup, là aussi, vous avez encore un nouveau facteur, vous voyez, vous avez encore un nouveau facteur. Et ce côté symbolique, nous, en sociologie, on est le symbole et le garde-fou. Tant qu'il y a du symbole, c'est ce qui permet en quelque sorte de dériver une agression hostile et une agressivité destructrice. C'est le garde-fou. C'est le cas du sport. Le sport est un dérivé, même si on est d'accord, d'ailleurs c'est un débat sur la soutenance, de dire que le sport n'élimine pas la violence, mais la dérive à des fins instrumentales et non à des fins hostiles. Et du coup, là on est de l'ordre de la violence symbolique. Aujourd'hui, ce symbole, il est en train de se désagréger et il laisse part à des populations, à des individus qui réapprennent l'agressivité physique et l'agression physique. Elie Aboud a demandé la parole. Je l'ai lu. Une réponse sur ce que disait Yann? Non, tu as demandé donc l'explication sociologique qui a été donnée. Moi, je ne veux pas me lancer dans des explications psychologiques ou sociologiques. Je vais rester sur le terrain politique, sur ce que tu as appelé une faillite quelque part. Donc, c'est quoi l'étiologie de tout ça, quelque part? Je ne parle pas des djihadistes ou de ces Français, comme vous l'avez bien expliqué, un peu perdus à la recherche d'une identité. Mais sur le plan politique, au niveau des têtes en tout cas, il y a une forme de vexation chronique qui date de pratiquement d'un demi-siècle sur le fait que comment c'est possible qu'une nation comme le pays d'Israël, 4 millions ou 5 millions d'habitants, arrive à imposer sa loi sur ce monde arabo-musulman. Donc aujourd'hui, ces chefs-là, ces idéologues-là, posent la question avec ces termes-là, et ils disent, la faillite, elle vient des leaders des pays qui ont été structurés après les accords de 1920. On le sait ça, que ce soit la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, Palestine ou tout le reste. Donc ils en veulent beaucoup à ces régimes-là, et il y a une forme de revanche, de dire, voilà, aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de vous, on va prendre nos propres responsabilités, on va former, bien sûr, il y a l'idéologie religieuse qui sort, mais il y a une vexation politique latente, sous-jacente,
qui reste effectivement l'existence du pays d'Israël. Et d'ailleurs, ça a été dit, il y a, je ne dis pas, ne prenez pas, il y a aujourd'hui quelques penseurs, je dis penseurs d'extrême droite, qui d'ailleurs qui confirment que les attentats qui ont eu lieu à Paris, qu'il y a un complot quelque part, d'ailleurs ça a été dit, ça a été écrit sur des sites connus. Donc il y a une forme de, pas de proximité, mais à 360 degrés on peut se rejoindre, toujours pareil sur ce conflit latent entre le pays d'Israël, entre Israël et les pays tout autour. Merci. On comprend bien, au fond, le micro arrive, Frédéric. Le problème de multiplicité des facteurs. Frédéric, et puis après, on va laisser la parole à la salle. Oui, je voulais simplement me permettre de rajouter, peut-être, parmi les explications, l'effet de la médiatisation. Parce que là, nous parlions de chiffres qui se transforment entre octobre et avril. Il me semble qu'il y a un effet pervers de la volonté de donner en partage des informations, celui de donner un idéal, un idéal commun, comme nous avons pu le voir, enfin en tout cas comme les enseignants ont pu assister impuissants face à la réaction de certains élèves, par exemple. Voilà. Oui. Benoît Prévost. En même temps, il faut revenir à la réalité des chiffres. On parle de quelques centaines de personnes, un peu plus d'1 millier. La manifestation de ce qu'ils font est spectaculaire. Et je pense que ce qui marque encore plus les esprits, certes, on a des attentats sur le sol français, mais je pense que ce qui a le plus marqué les esprits au cours des derniers mois, c'est les décapitations en direct. Et là, c'est une vraie forme de terrorisme qui est extrêmement violente, parce que c'est un terrorisme qui dit on peut vous frapper partout, n'importe où, et regardez ce qu'on fait chez nous. Mais on parle de quelques milliers de personnes. Enfin, on n'est pas en train de parler d'une grande vague de djihadistes qui auraient été dormants en France et qui repartiraient pour les uns en Syrie, etc. Enfin, il faut aussi raison garder sur le nombre de personnes que ça concerne. Et après, les phénomènes d'imitation sur Internet, je ne sais pas combien il y a de millions de personnes qui stupidement se sont mis des seaux d'eau glacée sur la tête. Enfin, je veux dire qu'une fois qu'il y a une mode qui prend sur Internet, il faut aussi voir tout cet effet-là pour une génération qui... Alors, en même temps, moi, tout à l'heure, quand vous décriviez là, ces phénomènes de passage à l'acte, déshumanisation de l'autre, massacre de masse, j'avais l'impression que vous parliez des traders. Littéralement, enfin... on vient d'assister à une phase extrêmement violente du développement de la finance que nous sommes en train de payer. Et cette violence-là, qui est permanente, qui n'est plus latente, qui s'est très clairement exprimée, elle concerne beaucoup plus de gens. Quand vous parliez tout à l'heure du passage à l'acte, on est quand même dans un contexte socio-économique qui favorise le passage à l'acte de gens qui sont totalement déséquilibrés et qui sont tout le temps sous drogue. Enfin, je veux dire, les traders fonctionnent exactement comme les militaires, quand ils sont au combat. Et donc toutes ces logiques-là de violence, elles s'expriment. Et ben oui, il y a une légitimité de la violence dans un contexte où de toute façon la violence a pris des formes très diverses. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on tolère et on a légitimité les comportements d'une élite de quelques centaines d'individus groupés dans des institutions financières et qui ont des répercussions sur des millions et des millions de personnes. Juste une question pour rebondir et après on passe la parole à la salle. De votre point de vue d'économiste, de chercheur, comment on peut rétablir la situation? Est-ce qu'on peut revenir à une forme d'équilibre dans la perception notamment? Je suis patient de bien comprendre. Vous parlez de quelques centaines de personnes sur lesquelles on focalise effectivement l'attention. Vous parliez en parallèle d'une autre forme de violence, l'attente par exemple financière. De votre point de vue, de quelle manière on peut alors rétablir l'équilibre? C'est l'État. C'est pas compliqué. Les grands historiens de l'économie et les anthropologues de l'économie ont montré que le développement du marché s'est fait en passant par une destruction de toutes les autres formes de solidarité préexistantes au développement du marché à la fin du 19e, enfin à la fin du 18e et pendant le 19e siècle. Et il faut bien avoir en tête que les grandes phases pendant lesquelles se sont mis en place l'intervention de l'État
une législation du travail qu'aujourd'hui la droite veut réduire à une centaine de pages lorsqu'elle parle du code du travail, etc. Il ne faut pas oublier que ce droit du travail a été mis en place par des gouvernements conservateurs de droite, et pas du tout par des gouvernements de gauche au cours du 19e siècle, pour protéger la société contre le développement du marché. Et il y a toute une partie de la pensée libérale qui d'ailleurs s'est posé de très grandes questions dans les années 1930 en constatant, face à la crise de 29, la montée du fascisme et du nazisme. Il y a eu ce qu'on a appelé le colloque Lippmann dans les années 30, pendant lequel les libéraux se sont affrontés entre d'un côté le tout marché et les libéraux qui disaient mais si on veut sauver le marché, il faut que l'État intervienne. Et une partie de cette droite-là, de cette droite libérale-là, l'a compris et a gardé mémoire de ça après la Seconde Guerre mondiale et est rentrée dans une logique de négociation tripartite sur la mise en place de négociations salariales, d'une protection sociale, etc. Et c'est en bradant tout ce bien commun, comme on le brade depuis 20 ans, que l'on met aujourd'hui en péril notre société en produisant toute une série d'actes violents qui ne sont que la conséquence, de mon point de vue, de cette perte, comme vous le disiez bien, cette perte de lien commun, de sens commun, eh bien parce que nous, nos structures mentales, occidentales, en tout cas, si on prend le cas de la société française, nos structures mentales ont été constituées de telle sorte au cours des 2 derniers siècles que le bien commun est incarné par l'État. Et si l'État se désengage et si l'État brade tout ce qui fait le bien commun, comment voulez-vous qu'on puisse proposer un quelconque modèle aujourd'hui, à ces jeunes qui sont en déshérence? On n'a aucun modèle à leur proposer. Aucun. Merci de votre réponse. On va passer la parole à la salle. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les prendre les unes après les autres. Ce que je vais vous demander, parce que cette conférence est filmée, c'est quand on va vous apporter le micro, de bien parler dedans pour que les gens qui nous regarderont éventuellement plus tard puissent bien prendre connaissance de l'intitulé de votre question et en retour bien comprendre la réponse. Une question là-haut, j'arrive, je viens à vous avec la sucette. Allez, on y va. Oui, alors moi j'ai une question pour monsieur le député, c'est ça? Eliabou? Oui, bon. C'est un peu ça. Donc ça concerne la loi sur le renseignement pour le terrorisme. Sauf qu'il y a aussi 7 mentions dans la loi. Donc moi, en fait, ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur d'être atteint par cette loi, du simple fait qu'il y a des élections, donc vous pouvez aux prochaines élections, peut-être, de ne plus être réélu. Dans ce cas, vous devenez un simple citoyen. Donc, dans ce cas, vous serez donc concerné par la loi de renseignement, du simple fait que dans la loi de renseignement, dans une des 7 mentions, il y a aussi le fait d'être complice volontairement ou non de personnes qui sont suspectées par la loi de renseignement. Donc vous pouvez donc être surveillé par la loi de renseignement. Dans ce cas, est-ce que vous n'avez pas peur d'être concerné par cette loi ? Juste, avant de répondre sur le fond, mais juste sur le plan sémantique, sur la forme, et après je réponds sur le fond, si j'ai bien compris la question. Ne pas être réélu, on n'est pas un simple citoyen, on est un citoyen tout court, et même quand on est parlementaire, on est aussi un citoyen tout court. Je pense que le problème n'est pas d'être simple citoyen ou non. Après, si j'ai bien compris votre question, est-ce que je crains quelque part que si je vote cette loi, qui n'est pas issue de ma majorité, de ma famille politique, vous l'avez bien compris, est-ce que si je vote, enfin j'essaie de préciser, si je vote cette loi, est-ce que je risque pas d'être victime de mes adversaires politiques qui vont faire de l'écoute? Enfin, je ne comprends pas très bien quel est le rapport entre une élection et la loi. J'ai pas... Et puis, vous savez, je veux dire une chose sur le plan général, sans parler des élections. Quand on est citoyen honnête, quand on n'a rien à cacher, on n'a pas non plus à avoir peur de telle ou telle loi. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, tel ou tel responsable politique va écouter tel ou tel autre responsable politique pour savoir exactement ce qu'il est en train de dire, ce qu'il va dire et comment on va le contrer. Là, c'est poussé vraiment à l'extrême. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Maintenant, sur le fond,
Mais sur le fond, je peux rejoindre les inquiétudes, je pense que c'est un peu la vôtre, de dire, est-ce qu'on ne va pas tomber dans une société de surveillance, comme nos collègues américains, si, avec le temps, on ne prend pas garde et si on ne fait pas un examen annuel, ce fameux rapport annuel qu'on a exigé au niveau de cette fameuse CNCTR, oui, on peut tomber dans ce piège, tout à fait, sans parler de telle ou telle personne. En principe, la loi prévoit que les données restent anonymes et on n'a pas le droit de les conserver. Et puis, ma deuxième réponse rapide. Vous savez, tout se fait aujourd'hui, sauf que tout se fait sans aucun cadre législatif, juridique, administratif. Donc, moi, je préfère à la limite qu'on mette en place un cadre législatif, juridique, administratif, et voir venir et réviser cette loi par la suite. Je sais pas si j'ai répondu. De cette réponse. Question de monsieur. Oui, je vous ai religieusement écouté et aucun de vous, à mon avis, n'a prononcé le mot fondamental qui explique en partie ces réactions violentes de l'individu contre d'autres. Ça, c'est ce qui est le fondement des rapports humains, le rapport de domination de l'autre. Le mot domination n'a pas été prononcé par aucun d'entre vous. Or là, je trouve que c'est une grave lacune parce que depuis la nuit des temps, la société, l'existence humaine s'est bâtie sur cette notion. Alors, c'était du temps, pour simplifier, du temps de la royauté, avec les féodaux, etc. La Révolution française, moment d'oxygène, a inversé les choses, mais actuellement, c'est la même chose. Et paradoxalement, ça, c'est une espèce de paravent actuellement, parce que comme vous le disiez très bien tout à l'heure, M. Prévost, c'est en définitive le pouvoir technique, économique et financier qui domine le monde. Or, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de guerre, et qu'est-ce qu'il y a? Un désarroi total qui fait les actes terroristes. C'est-à-dire que on se met quelques-uns ensemble pour essayer de dominer de nouveau, de prendre de nouveau la parole, etc. Alors là, je crois qu'il y a de quoi réfléchir et méditer là-dessus, hein, et fouiller surtout pour expliquer. Merci. Peut-être sur le rapport de domination, Frédéric Decocq, le regard de la psychologue. Alors oui, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je sais que nous sommes pris par le temps. Alors, spontanément, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, l'être humain, tout comme l'animal, est pris dans des enjeux de domination, à ceci près que l'animal ne va pas détruire jusqu'à l'extinction d'une espèce. Cela n'existe pas dans le règne animal, alors que cela existe dans le règne humain. Alors, la réponse, elle susciterait, à mon sens, un débat fondamental. Je ne sais pas si je pense pas qu'on ait le temps d'en parler aujourd'hui, mais peut-être que le débat de fond serait de dire, mais finalement, qu'est-ce qui est au fondement de la vie en société? Est-ce qu'il s'agit réellement d'un interdit du meurtre? Est-ce qu'il s'agit d'un acte violent, le meurtre et son interdit? Ou est-ce au préalable comment je pourrais dire ça, un acte de co-construction ou un acte de proximité, un acte d'amour qui sera au fondement de la société, mais qui, dans un deuxième temps, se fera rapidement rattraper par des pulsions destructrices. Voilà, merci. Alors, juste là, monsieur, j'essaye de faire une répartition géographique équitable. Allez-y, je vous en prie, en prenant bien le micro près de vous. Oui, Jean-Paul Onfouillet. Oui, je voulais juste donner un avis. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer le terrorisme de Daesh, je dis bien de Daesh, par une sorte de lutte de classe mondiale ou voire même une contre-violence. Alors, il se trouve que j'ai un peu étudié cette question et j'ai lu les 8 numéros, c'est assez éprouvant, les 8 numéros de Dabiq, c'est-à-dire la revue de Daesh. À aucun moment
dans les 8 numéros, il n'est question de la moindre revendication sociale, ni même de la moindre revendication anti-impérialiste. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Par ailleurs, quand on regarde la présence d'une organisation très organisée comme Daesh dans les pays, on va dire, occidentaux, on s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucune organisation locale, ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Mais de ce point de vue-là, on n'est pas du tout dans l'hypothèse, dans le même type de mouvement qu'une organisation comme les Frères musulmans, qui n'est pas terroriste, hein, mais c'est quelque chose de totalement différent. Alors, moi je pense qu'il faut relier ça, c'est-à-dire cette caractéristique de Daesh, à ce que M. Ramirez a expliqué tout à l'heure sur la sociologie des djihadistes, et notamment de ceux qui partent en Syrie et en Irak. Moi, il me semble qu'il faudrait s'intéresser davantage, ça a d'ailleurs été dit, à la question de la reconnaissance et peut-être de l'identité, mais aussi à une question qui a été à peine évoquée et qui avait été évoquée dans un article de Peter Sloterdijk, un philosophe allemand, qui parle des tueurs de la société du spectacle. C'est-à-dire que moi, je fais l'hypothèse, c'est d'après mes observations, je fais l'hypothèse que les terroristes de Daesh sont des terroristes un peu d'un nouveau type et qui sont les terroristes de la société du spectacle, qui se mettent eux-mêmes en spectacle. Il ne faut pas oublier que les frères Kouachi se posaient entre eux la question, est-ce qu'on passe à la télé ? Ça me paraît un élément extrêmement important. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs, enfin ça a été commencé par Al-Qaïda avec les attentats du 11 septembre, c'est poursuivi à une échelle encore plus importante par Daesh. Il y a même des personnes qui ont observé que les modes d'action de Daesh ressemblaient étrangement à un jeu vidéo. Bon, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais je crois qu'il faut prendre garde à des explications trop schématiques qui verraient là-dedans une espèce de contre-violence de classe ça me semble une explication trop facile, beaucoup trop simpliste, et surtout qui ne correspond pas du tout à la réalité. Merci beaucoup. Je vois le sociologue interpellé. Mais vous avez tout à fait raison. On est carrément dans la société du spectacle. Pour reprendre, vous avez certainement lu Guy Debord sur la société du spectacle. Et dans l'ère de la médiatisation, c'est pas anodin si j'ai choisi de mettre en photo dans la boucherie de Londres. Cette photo, c'est eux-mêmes qui sont pris la photo. Donc du coup, on est vraiment quasiment dans une mise en scène. Ça veut dire qu'on se met en scène pour chercher voilà, j'aime pas ce mot, mais pour chercher le buzz, pour faire parler de soi. Ce qui revient encore, c'est cette idée de reconnaissance de soi, c'est-à-dire aujourd'hui, on est tellement à la quête d'être la vedette qu'on est prêt à faire les pires choses pour pouvoir avoir son quart d'heure de célébrité. Là, on est dans des cadres de pathologie profonde, mais certains, et c'est pour ça que je crois profondément que certains terroristes qui se revendiquent de l'État islamique, par exemple, Daesh, utilisent ce support, mais pour des fins comme on vous le dit, qui supposent des fins plus personnelles et une quête de limite dans la performance. On est quasiment dans la performance, ce qui reviendrait également sur la société aussi capitaliste, la société de la performance individuelle. Et ces personnes, on parlait de mission, l'idéal de l'identité du chevalier, on est là-dedans, mais un chevalier qui en plus maintenant a les supports médiatiques adéquats pour pouvoir augmenter son ego et révéler son résultat. Je voudrais juste compléter. Alors attendez, on va y aller dans l'ordre. Monsieur Prévost. C'est la question de classe. Je veux bien préciser qu'à aucun moment j'ai dit que ce terrorisme-là était un terrorisme de classe. J'ai évoqué celui des années 70-80. Mais moi, la façon dont j'aborde les choses, c'est pas de me poser la question de pourquoi certains individus sont utilisés par des réseaux terroristes. Et je reste, moi, par contre, convaincu de la logique qu'il y a derrière, qui reste une logique, et c'est bien pour ça que j'ai terminé en disant que c'était une logique interne au capitalisme, et non pas justement dans une logique de lutte des classes, mais on le sait, il y a des enjeux dans ces régions-là, et on sait que les modes de financement du terrorisme là-bas est très lié aussi au monde du pétrole. Et donc, il y a derrière des structures qui sont fondamentales. Ensuite, s'interroger sur comment ce système terroriste trouve des individus qu'elle peut utiliser effectivement dans une logique de spectacle, pour moi, me paraît extrêmement proche de, c'est pas pour rien que j'ai fait tout à l'heure la référence aux traders, la grande bourgeoisie financière
ne met jamais les mains dans la... Je sais pas, je trouve pas de terme. Elle a des traders. Elle a des traders pour le faire. Justement, elle trouve des individus suffisamment désaxés pour faire travailler son argent pour elle. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer du coup les structures, et moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus les structures, et ensuite les ressorts qui vont permettre de comprendre pourquoi certains individus vont être plus sensibles, et après le terrorisme va lui-même trouver des formes d'expression qui correspondent exactement effectivement, là je vois les images que tu as, tu les as pas montrées tout à l'heure, ouais, là moi j'ai l'impression de voir les jeux de vidéo de mes gamins, oui, ça c'est clair et net, oui. Ça correspond bien à ça. Monsieur une phrase. Je pense qu'il faut qu'on soit tous humbles dans les explications données. Tout à l'heure, il y a une cartographie qui a été faite sur les pays. Et je pense honnêtement, et je le confirme, que les motivations ne sont absolument pas les mêmes entre un Français qui va faire le djihad et un Saoudien ou un Belge ou un Égyptien ou un Tunisien. Ce sont des motivations complètement différentes. Je parle de cela parce que j'ai eu l'occasion d'auditionner, dans un contexte un peu particulier que je ne peux pas évoquer, des jeunes qui sont partis faire ce combat. Et je pense honnêtement que là, il n'y a pas du tout un côté homogène. Moi, j'ai bien écouté les explications sociologiques, psychologiques de chez nous. C'est possible, moi, je ne suis pas chercheur, donc je ne peux pas rentrer dans ce domaine. Je n'ai pas les capacités d'interpréter. Par contre, les motivations des djihadistes qui viennent d'ailleurs ne sont absolument pas les mêmes que les nôtres. Benoît en réponse et on va conclure. Non, en fait, c'est en question. C'est-à-dire que justement, sur la nouvelle loi qui est en discussion, autant je pense qu'on peut faire des lois et mettre en place des systèmes de sécurité qui peuvent s'attaquer à des structures, autant compte tenu de ce qui vient d'être dit par la salle ou par la sociologie et la psychologie ou la psychanalyse, comment une loi peut penser prémunir la société contre des actes justement individuels, isolés, qu'utilisent très bien ces structures-là. Autant je comprends qu'on puisse mettre quelque chose en place contre les structures, autant comment peut-on imaginer qu'on puisse se prémunir contre ce qu'on vient de voir. Vous avez entièrement raison, mais vous avez entièrement raison. C'est une lutte contre un symptôme, et ça ne peut pas être une lutte contre un syndrome. Et un syndrome, c'est la multitude de symptômes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, je suis désolé, on en vient à la conclusion parce qu'on est pris par le temps. Les échanges pourront se poursuivre là. Je voudrais, au terme de ce premier séminaire, remercier vraiment sincèrement, au nom de tout le bureau, l'ensemble des communicants, et je vais vous demander de les applaudir parce que vraiment, vous avez pris un vrai risque en venant ce soir, et vraiment merci à tous du fond du cœur d'être venus. Je voudrais ensuite adresser des remerciements nominatifs. Les premiers vont à Evelyne Didier, la directrice de cette médiathèque qui nous a accueillis ce soir. Des remerciements également, et il y a Emmanuel Boyer de la Housse qui est là-haut, me dit-on, voilà, qui est venu très gentiment. Exactement. Et voilà. Et je voudrais adresser des remerciements nominatifs à 2 personnes qui ont été extrêmement précieuses pendant la préparation de ce séminaire, qui sont à la technique, qui nous filment, nous sonorisent aujourd'hui. Sans eux, on n'aurait pas pu y arriver. C'est Patrick Lopez et Sébastien Baena qui sont là-haut. Merci de votre patience et de vos conseils tout au long de ces semaines de préparation. Merci au service des usages numériques de l'Université Paul Valéry qui nous a prêté le matériel ce soir. Merci également, et là c'est encore un peu plus personnel, à toutes celles et tous ceux qui depuis le début de ce projet sont à nos côtés tous les jours. Vous, Benoît Prévost, de votre confiance, parce que vous avez été le premier à nous dire on y va. Et voilà, en tant que directeur d'un site universitaire aussi situé ici à Béziers, c'était très courageux de votre part. Donc merci de cette confiance depuis le début. Merci à Erika Serex, Émilie Soulier et Christelle Prax qui se sont occupées de la communication. Merci également de très près à tous les amis étudiants qui sont venus. Je reconnais des visages, Kimberley Binet, Flora Courret, Alice Galibert, voilà. Merci à tous. D'autres échanges sont en train de se programmer. En octobre, on parlera notamment du journalisme.
sommes-nous en train d'assister à une mutation du journalisme? Est-ce que le développement du numérique, la baisse de la vente de la presse papier, par exemple, nous amène à voir de nouveaux modes de narration, d'écriture de l'information? Est-ce que ça modifie notre rapport à l'information? En novembre, on parlera d'identité culturelle à l'heure de la fusion des régions. Voilà pour le programme. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet. Merci à tous de votre attention. À bientôt et bonne soirée.